Hello hello, bienvenue dans cette toute nouvelle interview de Scolaria. Aujourd'hui, je reçois Sarah, orthophoniste dans les Hauts-de-France. Après une présentation rapide de ce qu'est l'orthophonie, nous vous proposerons l'étude de 3 situations que l'on pourrait rencontrer en classe. Après cela, Sarah reviendra sur plusieurs points essentiels pour bien comprendre son métier d'orthophoniste. Elle finira en donnant quelques conseils aux enseignants. Bonjour Sarah, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Alors, bonjour Virginie. Donc, moi, je m'appelle Sarah, je suis orthophoniste dans les Hauts-de-France. J'ai d'abord commencé mes études avec 1 an de prépa à Lille pour passer les concours que je n'ai pas eu. Donc, il faut savoir que les concours en France, c'est 4% de réussite. Donc, je tiens quand même à le préciser. Donc, sur 4000 demandes, il y avait moins de 100 personnes qui étaient prises. À la suite de ça, j'ai eu la chance d'être prise en Belgique. Donc, j'ai commencé des études en haute école à hauteur de 3 ans. Et après, j'ai fait 1 an et demi d'équivalence, de stage d'équivalence dans des cabinets libéraux et en hôpital pour pouvoir enfin exercer en France en tant qu'orthophoniste. Donc, je me suis pas mal formée en neuromyofonctionnel. Donc, ça, c'est prise en charge vraiment orthophonique. Donc, c'est tout ce qui est placement de glande correct, la déglutition, dysfonctionnelle, etc. à rééduquer. Et sinon, je prends aussi des patients adultes, majoritairement des patients adultes au cabinet. Et j'ai quand même une patientèle qui se compose d'enfants, on va dire à 50% en langage écrit et 50% en langage oral. Voilà. Et justement, en une phrase, comment tu définirais l'orthophonie ? C'est tellement, on a tellement un champ de compétences qui est élevé que je vais essayer de ne pas oublier des choses, des formations, etc. qu'on peut avoir. Donc, je dirais que surtout l'orthophoniste, c'est un professionnel du paramédical qui prévient, qui analyse et qui rééduque les troubles de la communication et du langage, les troubles neuro, la phonation, la surdité, les fonctions oromyofaciales, le logicomate et l'oralité. Et je pense que c'est important de préciser qu'on intervient auprès de patients de 0 à plus de 100 ans, quoi. C'est du début de la vie à la fin de vie. On n'a pas que des enfants et je tiens vraiment à le préciser. Voilà. Bien sûr, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les Oui, enfants. Mais bien entendu, oui. Et du coup, tu me dirais que ça peut commencer à partir de quel âge un on suivi? peut intervenir chez les nourrissons, en fait, Ah oui. pour des problèmes d'oralité, par exemple, ou en service hospitalier, en pédiatrie. On peut déjà intervenir dès le plus jeune âge. D'accord, très bien. Voilà. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va changer un peu de d'habitude, des interviews d'habitude. Ce que j'ai proposé à Sarah, c'est de partir sur 3 cas d'élèves qu'on pourrait avoir en classe et savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois l'orienter vers un orthophoniste ou est-ce que je dois faire autre chose en amont, en fait. Donc, on va commencer par le premier cas, si je peux dire c'est un cas. C'est pas très beau comme mot, mais on va rester sur ça. Alors, on avait dit un élève qui ne réalise que des phrases simples à l'oral, mais aussi à l'écrit, qui utilise du vocabulaire simple et qui semble manquer aussi de vocabulaire. Donc, sur ces points-là, est-ce que pour toi, je dois, oui ou non, l'orienter vers un orthophoniste ? Alors pour moi, oui, il n'y a pas d'autres spécialistes à voir pour l'instant, vu qu'on est purement dans quelque chose de lexical, du vocabulaire, quelque chose de très langagier. Donc pour moi, oui, là, on envoie directement chez l'orthophoniste. Mais c'est important aussi de savoir s'il n'y a pas d'autres difficultés aux alentours, de savoir si ça porte uniquement sur le vocabulaire, sur le langage. Mais pour moi, dans ce cas-là, si toi, tu vois en classe un élève qui a très peu de vocabulaire, oui, il faut nous l'envoyer tout de suite, quoi. D'accord. Et avec un élève donc, qui manquerait de vocabulaire comme ça, quelle serait la prise en charge un petit peu ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passera en fait en séance ? Donc en fait, nous, on va recevoir dans un premier temps l'enfant avec les parents ou alors les représentants légaux. Du coup, on va faire ce qu'on appelle un entretien anamnestique. Donc, on va poser des questions sur l'environnement de l'enfant, la grossesse, etc., savoir tous les troubles qu'il peut y avoir aux alentours. On va aussi regarder si il n'y a pas d'autres suivis. Je pense par exemple aux neuropsy, ergo, etc. S'il n'y a pas d'autres difficultés, comment s'est développé la marche, le langage. Enfin, vraiment, en fait, on va prendre un questionnaire. C'est vraiment un questionnaire sur l'enfant pour le connaître dans sa globalité. Mhm. Après ça, on va lui faire passer, du coup, dans un deuxième temps, des épreuves qui sont normées, donc un bilan.
Donc, c'est des épreuves où, en fait, ça va nous permettre de le comparer à des enfants du même âge ou de la même classe, etc., pour voir là où il y a des difficultés, là où ça va bien, quels sont les points forts, quels sont les points faibles. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une prise en charge orthophonique ou est-ce que l'enfant est dans les normes, entre guillemets? J'aime pas parler de normes, mais est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il peut encore, on peut encore attendre un petit peu, repousser un bilan dans 6 mois peut-être, parce qu'il est dans la moyenne faible, mais bon, il est dans la moyenne quand même. Mhm. Donc, c'est des choses comme ça. Et après, nous, en séance, on va essayer de stimuler le vocabulaire avec un maximum de matériel. Donc, on va essayer surtout de fonctionner par catégorie pour construire le vocabulaire au mieux. Et après, on va essayer aussi de guider un petit peu les parents, de leur dire, par exemple, un enfant qui n'a pas du tout de vocabulaire, je pense aux fruits et légumes. On va par exemple dire aux parents, bah, emmenez l'enfant avec vous faire les courses, regardez un petit peu, demandez-lui de prendre une orange. Juste le fait de manipuler, de le prendre avec soi, l'enfant va déjà cogiter, se dire, ah oui, une orange, c'est orange justement, des Oui. choses comme ça. Donc, on a le rôle au cabinet, mais on a aussi le rôle avec les parents qui est quand même fondamental. Comme on s'était dit quand on s'était eu au téléphone, Virginie, on n'est pas des super-héros, c'est pas une à deux séances de 30 minutes qu'on va changer le vocabulaire d'un enfant. Il faut que derrière, il y ait d'autres piliers qui amènent du vocabulaire à l'enfant, quoi. Bien Donc, sûr. on met le pied à l'étrier et après, le bateau peut partir, quoi. Donc, en tout cas, ouais, dans cette situation-là, voilà, orthophonie, quand un enfant manque de vocabulaire, qu'il fait des phrases simples et voilà. De toute façon, d'office, un enfant qui aura un vocabulaire faible, pardon, ça va d'office avoir des répercussions sur la morphosyntaxe, ce qui est logique. C'est Donc, vrai qu'en en tant qu'enseignant, on se dit, mais ouais, mais le manque de vocabulaire, nous, on peut y pallier aussi. On peut donner du vocabulaire au jour le jour. Moi, je vois dans ma classe en CE2, j'ai plein d'élèves alors, qui sont aussi primo-arrivants, donc qui viennent d'autres pays, mais qui manquent de vocabulaire. Des fois, des mots qui, pour moi, sont évidents, surtout en CE2. On se dit, mais mince, donc, c'est vrai que nous, les enseignants, on peut aussi mettre en place des flashcards, par exemple, avec l'image et le nom de l'objet ou enfin, du vocabulaire. On peut se dire que c'est vrai que juste manque de vocabulaire, entre guillemets, euh, est-ce que ça nécessite vraiment une prise en charge, quoi? Enfin, ou est-ce que bah, nous après, aussi. en fait, c'est important dans un enfant de prendre dans sa globalité tous les piliers qui sont à côté de lui, je pense aux parents ou les personnes qui l'accueillent, du coup, en l'occurrence, ce dont tu parlais tout à l'heure, avec les enfants qui viennent d'autres pays, etc. Vous, en tant qu'institut, c'est deuxième pilier fondamental. Vous voyez tous les jours l'enfant, vous lui apprenez toutes les choses qui doivent lui servir dans la vie courante. Et après, nous, on pourra voir par rapport au bilan s'il y a vraiment un manque de vocabulaire, qui est quelque chose, vraiment un écart type, on appelle ça, qui est déficitaire et où ça engendrerait potentiellement une prise en charge orthophonique. Mais nous, à partir du moment où on est à plus, alors comment je vais dire ça? C'est pas plus de moins, c'est moins de moins 1,55 écart type. C'est considéré comme déficitaire par rapport à la moyenne. Et à partir de ce moment-là, nous, on rentre d'office dans le jeu, en fait. On rentre d'office dans l'univers de l'enfant pour l'aider à compléter ce vocabulaire. Et donc, ce qui est important aussi de dire aux parents, c'est que finalement, si on va chez l'orthophoniste, je rebondis sur ce que tu as dit avant, on peut très bien faire 3 séances de bilan et après que ça s'arrête. Juste parce que le bilan, il dit que finalement, il n'y en a pas encore besoin absolument, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, c'est très rare, hein. Franchement, moi, je pense que ça m'est arrivé 2 fois d'avoir des résultats dans les normes alors qu'on parlait de gros déficits langagiers. Et puis quand c'est comme ça, en plus, nous, ortho, vraiment, on cherche la petite bête, hein. Quand on nous dit, mais si, on nous a dit que ça n'allait pas du tout, le bilan, on fait des épreuves très, très détaillées pour être sûr que voilà, on passe pas à côté de quelque chose. Et oui, donc après, c'est plausible. Moi, je te dis, ça m'est arrivé avec un ou deux patients de leur faire passer des tests très spécifiques et finalement qu'ils soient dans la moyenne. Bah écoute, quand c'est comme ça, si je vois que c'est dans la moyenne fragile, je leur dis attendez 6 mois. Dans 6 mois, on voit si c'est dans la moyenne ou si les normes ne sont toujours pas atteintes ou alors si c'est passé en déficitaire. Et dans ce cas-là, on commence une prise en charge. Mais la réalité du terrain, c'est la plupart du temps, ça engendre forcément une prise en charge, hein. Eh bien, on va enchaîner sur la situation numéro 2, à moins que tu avais encore quelque chose à rajouter sur ce premier. Je pense pas. Je pense que ça va. Au pire, si ça me revient après, je te dis. Voilà.
Pour la situation numéro 2, on avait parlé d'un élève qui fait en fait de grosses confusions de sons, notamment pour les B, les D, les P, les Q, etc. L'enseignant observe également quelques bégaiements, c'est-à-dire que l'enfant répète les syllabes d'un même mot. On avait dit que le phénomène n'est pas systématique et qu'un bilan ophtalmologique avait déjà été réalisé et que rien n'avait été signalé. Voilà. Alors là, orthophoniste ou pas? Alors là, pour moi, oui, orthophoniste. Et après, nous, on pourra en fait analyser le type d'erreur qu'on va avoir au sein du bilan, au sein des épreuves dont je parlais tout à l'heure. Mhm. Si par exemple, on a des confusions qui sont plutôt visuelles. Donc, je pense par exemple, tu me disais tout à l'heure le P, B, Mhm. Q, etc. Là, on en verra plutôt vers l'orthopsie, Oui. donc l'orthoptiste, chez l'orthoptiste. Ça peut être OK au niveau ophtalmo, mais les yeux, c'est de la gymnastique après l'orthopsie, la gymnastique des yeux. Donc les yeux sont peut-être pas assez entraînés pour capter les petites confusions et du coup, l'enfant se fait avoir. Mhm. Après, on verra aussi si on a des confusions qui sont plutôt auditives. Je pense par exemple le p, b, tu vois, c'est la même articulation, mais il n'y a que la sonorisation qui change, pardon. Là, par contre, ce serait peut-être plus judicieux d'envoyer l'enfant chez un médecin ORL. Et en ce qui concerne le fait qu'il répète, etc., oui, chez nous, ça va faire écho. On va se dire, OK, peut-être bégaiement, mais pour poser un diagnostic de bégaiement, il faut quand même pas mal de choses. Et il faut qu'il y ait un suivi quand même assez long. Et encore une fois, il faut que nous, on ait des autres trames de bilan. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, en tant qu'orthophoniste, on doit avoir deux ordonnances différentes si on fait un bilan en langage écrit et un bilan en langage oral. Ah oui. Donc, pour les confusions dont on parlait tout à l'heure à l'écrit, on aura un premier bilan. Si toi, tu vois en tant qu'instit qui répète souvent les mêmes syllabes, les mêmes mots, etc., là, nous, on partira peut-être plus sur un bilan en langage oral. Donc, c'est deux choses distinctes. Mais oui, on envoie chez l'ortho. Pour moi, Et, on envoie chez l'ortho. et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh, c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais fait et du coup, je me pose la question. Quand on envoie quand on conseille à des parents d'aller chez l'orthophoniste, est-ce qu'on fait un courrier pour l'orthophoniste ou est-ce que vous, non, ça vous sert pas? Non, alors moi j'aime bien quand même, j'ai pas mal d'instituts qui font ça quand ils m'envoient les patients. J'aime bien quand même voir ce qui se passe à l'école. Parce qu'en plus de ça, nous, on passe par le parent. Il y a un parent entre nous. Toi, tu vas donner les infos au parent. Le parent va me donner les infos. Tu sais, c'est un peu le principe du téléphone arabe. Il y a des choses qui vont passer. Il y a des choses qui vont passer, mais plus ou moins. Et il y a des choses qui vont pas être dites parce que le parent, bah voilà, il comprend peut-être pas ce qu'on est en train de lui dire, ou il y pense plus, ou alors le fait de répéter les choses, ben voilà, tu as toujours une personne entre nous deux qui peut fausser ce que toi, tu as remarqué en classe. Donc moi, j'aime bien avoir une petite feuille, honnêtement, de l'instit. Surtout que souvent, bah, vous avez quand même l'œil, quoi. Vous êtes tellement... On en parlait la dernière fois au téléphone. Nous, en tant qu'orthophoniste, des fois, on n'a plus le rapport avec la norme. On l'a avec notre entourage, etc. Mais des fois, on a tellement de patients qui ont des grosses difficultés que c'est difficile pour nous de se dire ah oui, il a tel âge, bah, c'est pas normal, ça, en fait. On est toujours obligé de se référencer à notre âme, à nos bilans, à cette analyse-là, etc. Donc, moi, j'aime bien vraiment avoir un petit mot de l'instit. Je trouve ça chouette. Et au moins, ça fait aussi, ben, on sait comment s'appelle l'instit. On peut créer un peu du lien. Avec le patient et avec les parents, pour moi, c'est que du positif, quoi. Moi, ce que je fais aussi, c'est que quand le parent veut bien m'informer que le premier rendez-vous a lieu, je leur donne en général le cahier du jour. Je me dis que le cahier du jour, c'est vraiment où on travaille quotidiennement dedans. Donc, je me dis que peut-être vous avez aussi un regard différent que nous et que ça peut aussi vous aiguiller sur certaines choses. Ce qui est bien dans les cahiers du jour, j'avais des petits patients qui me rapportaient ça, c'était surtout pour des difficultés de graphisme. Donc là, pour moi, le cahier du jour, il est important, quoi, parce que on voit vraiment comment l'enfant, enfin le geste moteur on voit pas le geste, mais on imagine le geste moteur de l'enfant en voyant comment ça se passe au quotidien. Et là, on peut se rendre compte de la dose énergétique que ça demande d'écrire au quotidien pendant les leçons, etc. Après, moi, j'avoue que je regarde pas, par exemple, le cahier du jour si il y a des leçons d'histoire géo ou des choses comme ça. Si l'enfant vient pour des difficultés en langage écrit, ou toi, tu me dis que les accords, c'est difficile, par exemple, bah, le cahier du jour, il peut peut-être m'aider pour voir dans les exercices où tu fais, par exemple, les flexions en genre et en nombre ou les flexions verbales. Mhm. Là, oui, je vais pouvoir voir déjà si, il y a des difficultés.
Mais après, dans tous les cas, moi, j'aurai mon bilan par la suite et j'aurai que mon bilan sur lequel m'appuyer. Tu vois, ce Mhm. que tu vas me donner dans ton cahier du jour, ça va être du plus, en fait, pour moi, dans ma prise en charge. Mais je peux pas rédiger ça dans mon bilan, en fait. Ça va Tu vois, t'aider à ajuster en fait pour la suite. voilà, c'est ça. D'accord, très C'est ça. bien. Donc pour la situation numéro 2, orthophonie aussi, et puis et Oh rien oui, ouais. d'autre avant. Ouais, non, on avait dit ophtalmo, c'était déjà fait. Et voilà. J'avais dit orthopsie Ah oui, et au médecin ORL, mais ça, c'est nous qui allons diriger les parents, tu sais. ok, d'accord. Alors, pour la situation numéro 3, on avait parlé d'un élève qui ne respecte pas les consignes, même lorsqu'il n'y a pas de double consigne. Par double consigne, j'entends, par exemple, j'entoure le verbe en rouge et je souligne le sujet en bleu. Voilà, double consigne. On avait parlé d'un élève qui parle souvent fort et que son intonation n'était pas forcément adaptée à la situation au moment précis. Donc voilà, donc ortho ou pas ortho? Ok, pour moi, ortho, si tu parles des doubles consignes à l'oral, tu vois, du fait qu'ils respectent pas les intonations, etc., j'enverrai quand même chez le médecin ORL pour être sûr qu'il n'y ait pas une atteinte au niveau purement anatomie, quoi. Je pense par exemple aux petits qui ont souvent des otites, où on doit poser des drains parce qu'il y a une surdité, etc. Là, pour moi, ce serait ORL. Par contre, si c'est plutôt à l'écrit, et j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'organisation de l'enfant, comment il fait pour gérer justement le fait qu'il y ait deux consignes, au niveau de la concentration, qu'est-ce que ça donne au niveau de la mémoire, etc. Donc, je dirais oui, envoyer chez l'orthophoniste. Et moi, j'aiguillerais aussi les parents peut-être chez un neuropsychologue qui pourra voir un petit peu plus au niveau des fonctions cognitives, ce que ça dit. Je pense par exemple en mémoire, concentration, attention, planification, tout ça. J'aimerais bien un petit peu savoir, selon ce que tu m'as dit, comment ça se passe, Oui, parce s'il n'y qu'après, a pas de problématique ORL. oui, parce que dans la double consigne, il peut y avoir aussi juste j'ai oublié ce que la maîtresse elle avait demandé, j'ai pas relu. Et moi, je sais, je fais la phrase du jour, par exemple. Ils doivent recopier la phrase du jour, première consigne. Deuxième Mhm. consigne, entourer donc le verbe en rouge. Et troisième consigne, souligner le sujet en bleu. Ça fait trois consignes, et bien souvent, j'ai que la première qui est faite. Et quand je Voilà, pose bah c'est ça. où est le sujet, où est le verbe, j'en sais rien, bah, tu as recopié, bravo, tu as copié correctement la phrase, mais l'exercice, il n'est pas réalisé finalement. Donc, on ne sait Ouais. pas si effectivement orthophonie ou est-ce que juste l'élève, il a oublié ou il n'en avait rien à faire à ce moment-là. C'est possible aussi, hein. Surtout quand tu es face à des petits loups, leur attention, c'est quand même difficile. Elle est souvent divisée, puis il y a les copains à côté. Sur le peu qu'il y a un copain qui rigole, quelqu'un qui se lève, etc., c'est vrai que ça peut vite être difficile à gérer pour l'enfant. Du coup, écoute, moi, je dirais envoyer chez l'orthophoniste. Et après, nous, si on voit qu'au niveau langagier et communicationnel, ça passe bien, et qu'en compréhension à l'écrit, ça passe bien, je dirais plutôt que moi, je transférerais ça vers une neuropsychologue qui serait peut-être plus à même de dire si il y a un problème de double tâche, par exemple, ou un problème mnésique, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc, par exemple, un élève je fais écho aux situations que je rencontre en classe, mais un élève qui va être beaucoup distrait. Par exemple, ouais, je suis en train d'écrire, mais le copain il rigole, je vais le regarder, après j'oublie ce que je dois faire. Ça, ortho, non? Euh, je dirais peut-être plus neuropsy Oui. dans ce cas-là. Je dirais plus neuropsy. Après, je dirais aussi comment se passe le temps d'écran chez les enfants. On rebondit sur autre chose. Mais les écrans, il faut savoir qu'au niveau attentionnel, ça bousille les enfants, quoi. Mhm. Donc, si l'enfant chez lui, il a le droit de jouer 4 heures d'affilée à la console, ou alors 1 heure à la console, 1 heure à la télé, tchic, tchac, enfin voilà, sans pour autant jeter la pierre aux parents, il faut savoir que les capacités attentionnelles après de l'enfant vont être très restreintes comparé à un enfant, par exemple, qui rentre chez lui, fait ses devoirs et après va dessiner, colorier, faire des activités un peu plus manuelles, en fait. Mhm. Donc, au niveau de l'environnement de l'enfant, etc., oui, je conseillerais neuropsy qui, elle, va faire son... Enfin, je dis elle, Oui, qui, lui ou elle, va faire son anamnèse, va faire son propre bilan et nous permettra d'en savoir un peu plus. Et à partir de là, s'il n'y a pas d'autres troubles apparentés, je dirais plus neuropsy dans ce cas-là, ouais. je fais juste un parallèle, mais pour du coup ceux et celles qui nous écoutent, celles et ceux plutôt, c'est plus joli. Euh, pour justement travailler sur l'attention et tout ça, je suis en train
je le fais avec mes élèves. Et il y a notamment alors je ne sais plus le nom exactement, mais sur YouTube, vous mettez attention gorille. Et en fait, je ne sais pas si tu connais, Sarah, mais c'est une vidéo dans laquelle il y a deux équipes de filles qui se font des passes. Et en fait, on nous demande de compter le nombre de passes des filles de l'équipe Ah noire. oui, Voilà. je vois ce que c'est. Ouais. Donc, en fait, on doit vraiment être concentré sur ça. Et puis, à la fin, combien avez-vous compté de passes? Ok, je crois que c'est 16 la réponse, un truc comme ça. Mais avez-vous vu le gorille? Ouais. Et là, que je l'ai fait il y a 2-3 semaines avec mes élèves, et il y en avait une sur 26 qui avait vu le gorille. Donc, on a regardé la vidéo de nouveau en se disant, ben non, on va regarder le gorille. Et effectivement, mais du coup, ils étaient, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Mais parce que tu étais attentif sur autre chose et que ça, finalement, c'était un distracteur, mais tu t'es pas laissé. Et puis, et après, il y a la version supérieure où ils vous disent, mais as-tu vu le rideau derrière changer de couleur? Ah Ah, bah, ça, je n'ai pas vu. ouais, c'est l'étape d'après, mais du coup, effectivement, le rideau, il est, je sais plus, rouge au départ et il devient jaune. Tu sais, c'est un mécanisme. Mais voilà, en parallèle, si vous avez envie de le faire avec vos élèves, c'est quelque chose d'assez sympa à faire. Et puis, en fait, ça les marque. Moi, des fois, et du coup, on appelle ça focus. Enfin, c'est par rapport à ma méthode. Et du coup, maîtresse, mais là, j'étais pas focus. Ben voilà, J'adore. le gorille, t'étais pas focus. Et ben voilà. Mais du coup, ouais, Mais après, je trouve ça bien quand même qu'il y ait des élèves qui aient compté le nombre de passes, qui arrivent à dire qu'il y a eu 16 passes et qui n'ont pas vu, tu sais, le petit gorille arriver sur la scène. ouais. Parce que ça montre aussi qu'ils sont capables de se concentrer sur une seule chose et d'inhiber tout ce qui peut être distracteur, visuel, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal à faire passer. Je trouve cette vidéo pas mal. Je Elle est l'avais déjà chouette. fait l'année dernière, mais pas dans le même contexte. C'est vrai que j'avais eu plus d'enfants qui avaient vu le gorille. Mais là, cette année, ça a bien fonctionné. J'aime bien. C'est toujours plaisant pour les enfants, en tout cas. Alors voilà, les 3 situations qu'on voulait évoquer sont passées. Donc, finalement, les 3, orthophonie. Oui, dans ce Voilà. cas-là, oui. Et on voulait faire aussi un rapide point sur le bilinguisme, parce qu'en fait, quand j'ai appelé Sarah pour préparer l'interview, on a parlé pendant je ne sais plus combien de temps d'ailleurs. Et j'ai évoqué mes élèves qui n'étaient pas, qui n'avaient pas comme langue maternelle le français à la base. Et Sarah, tu me parlais de différentes échelles en fait. C'est ça. Donc, il faut savoir que tu vois bien au niveau des champs de compétences, on est vraiment étalé, comme je t'ai dit tout à l'heure, de la naissance jusqu'à, des fois, on accompagne des personnes, même en soins palliatifs, etc., notamment au niveau de la déglutition. Donc, tu te doutes bien qu'on ne peut pas tout faire. Si on est bon dans tout, je pars toujours du principe qu'on est bon en rien. Donc, il y a quand même pas mal de spécialisation. Je pense que le vent est en train de tourner au niveau de l'orthophonie à ce niveau-là. On est de plus en plus à se spécialiser dans certaines choses et le bilinguisme fait maintenant partie d'une spécialisation en plus du langage oral. Donc, il faut savoir que moi, par exemple, si j'ai un enfant bilingue qui vient me voir et qui a 6-7 ans, j'ai aucune échelle adaptée pour ce type de patient. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai des adultes, voilà, j'ai d'autres prises en charge où j'ai déjà pas mal de tests et où je maîtrise bien. Ce serait plus un défi pour moi de prendre un patient bilingue, mais pour l'instant, je suis pas attirée par ce genre de prise en charge. Donc, j'ai pas les outils adaptés pour prendre en charge ce type de patient. Donc, il faut savoir que toutes les orthophonistes ne sont pas toujours équipées de manière adaptée pour recevoir tous les enfants, toutes les problématiques. Je pense par exemple aux enfants qui ont un TSA, donc de l'autisme, pardon, des TED, des choses comme ça, des enfants qui sont dysphasiques, donc des enfants qui ont d'autres troubles 10, notamment au niveau du langage écrit. Voilà, on a tellement de champs de compétences que c'est difficile pour nous. Donc, oui, il y a des échelles qui sont adaptées au niveau des orthophonistes. Donc, si par exemple, vous envoyez en tant qu'instit un patient chez l'ortho du coin, voilà, même si on n'a pas trop le droit, d'après ce que tu m'as dit, Virginie, même si on ne peut pas conseiller d'ortho en particulier, mais bon, vous êtes dans un petit village, il y a l'ortho qui est pas loin, bah voilà, on sait que les parents vont aller là-bas. Et l'ortho dit, bah non, je ne prends pas en charge, alors que l'enfant a des grosses difficultés. C'est peut-être juste parce qu'elle n'a pas le matériel adéquat et qu'il faut peut-être aller voir quelqu'un d'autre un peu plus loin, quoi. C'est juste ça. Oui. Et du coup, quand tu dis que vous n'avez pas le matériel, c'est parce que finalement, le matériel coûte de l'argent, j'imagine. Oui, voilà. Nous, en fait, on a des batteries de tests. Donc, déjà, dans l'entretien anamnestique, après, comme je te dis, j'ai pas de patient bilingue. Donc là, j'ai peut-être des orthos qui vont me voir et qui vont dire, mais elle dit n'importe quoi. Non, je rigole. Mais je pense que déjà
Ils nous le diront en commentaire. Ouais, c'est ça. On aura des petits commentaires. Mais je pense par exemple à l'entretien anamnestique dont on parlait tout à l'heure. Tu sais, selon la pathologie, tes questions tournent différemment. Donc là, dans le bilinguisme, je pense qu'il doit y avoir pardon, l'histoire de la langue maternelle qui doit venir en compte. Ça doit être un peu plus détaillé dans l'entretien anamnestique. Donc il y a déjà des formations à faire pour savoir quel type de questions il faut poser Mhm. pendant l'anamnèse. Et ensuite, oui, on paie des bilans, c'est pas donné, c'est sûr. Donc, c'est des batteries de tests. Et pour avoir des batteries de tests vraiment bien faites pour des personnes bilingues, bah voilà, il faut en racheter encore plus. Et moi, par exemple, comme je t'ai dit, j'en ai pas. Oui. Donc, si un petit patient arrive bilingue, bah, ça va être un petit peu compliqué. Oui, après, si c'est pour un seul patient, voilà. Oui, c'est Oui, pas ta après, spécialité, mais ouais. voilà. Après, tu sais, si le petit, il trouve pas d'ortho et que je vois que je peux quand même titiller un petit peu le langage, que je peux l'aider en communication en français, du coup. Ou peut-être avec la présence de la maman dans la langue maternelle. Je parle par exemple si la maman vient, je sais pas moi, est allemande, est arabe ou autre, si elle peut assister aux séances et lui faire un feedback à l'enfant dans la langue maternelle et moi le feedback en français, et voilà, pour pas, parce que bah moi je parle pas allemand, je parle pas arabe, donc ça va pas être pratique pour moi d'intervenir sur les deux langues, mais si je peux l'aider en français et que vraiment je vois qu'il en a réellement besoin, bah voilà, je vais le prendre un enfant, on va pas le laisser dans la nature, hein. C'est gentil. Moi, quand des parents me parlent que leur enfant était chez l'orthophoniste il y a 1 an, 2 ans et qu'ils ont arrêté le suivi, bien souvent, j'entends de la part des parents, oui, il ne faisait que jouer. Voilà. Alors, bah, du coup, toi, qu'en penses-tu? Parce que bien entendu, moi, je les laisse pas dire ça. Je C'est réponds, gentil. mais du coup, j'aimerais bien avoir la réponse de la professionnelle concernée. Bah, j'ai envie de dire préjugés, oui et non, parce que oui, on utilise le jeu, mais on a toujours une fin dans la proposition de notre jeu. Par exemple, moi, si je sors un jeu carotte, je pense par exemple SOS, Wistiti, bidule, machin, truc. Je vais pas poser SOS, Wistiti et mettre les petits Wistiti dedans et on regarde la couleur et on tire. Non, je vais apporter du langage dessus. C'est-à-dire qu'à côté de ça, si je veux travailler par exemple un phonème, je pense, je sais pas moi, par exemple, l'enfant ne sait pas prononcer le r, Mhm. eh ben, je vais mettre des mots où le r, il est placé au début du mot et tu peux tirer que si tu prononces le mot. Oui. Donc, tu vois, en fait, le jeu, c'est pas une fin en soi. C'est l'objectif de la séance, c'est pas de jouer avec les patients. L'objectif de la séance, c'est quand même que l'enfant progresse. Et si on peut passer par le jeu pour rendre ça plus plaisant ou pour que ça le marque plus, oui, on le fait. Mais toutes les séances ne sont pas basées sur les jeux. J'ai des patients en langage écrit où on n'est pas du tout dans le jeu, hein. Il faut savoir que on fait aussi, par exemple, de l'expression écrite, des compréhensions écrites, etc. On n'est pas dans un matériel ultra ludique avec des cubes partout, des couleurs tchic-tchac. On est sur un livre. Enfin, voilà, c'est un peu du papier crayon. Et du coup, mais c'est vrai que souvent, quand on dit qu'on est orthophoniste, c'est ah, bah, tu joues toute la journée. Oui, mais non, en fait. Je fais pas des jeux pour m'amuser, j'ai un objectif derrière et je veux une réponse adéquate de mon patient. Je veux voir ce qui va pas pour justement l'amener à ce que ça aille. Essayer de stimuler des choses qui sont pas stimulables en dehors du jeu. Enfin, voilà, c'est pas une fin en soi de jouer, hein, pas du tout. C'est un outil. C'est Oui, un outil. et comme tu l'as dit avant, c'est des préjugés sur nos métiers. Alors, C'est ça. toi, celui-là, nous, on a des vacances tout le temps, on est tout le temps en vacances. Les C'est enseignants de ça. maternelle, c'est des maîtresses de gommettes ou des maîtres de gommettes. Voilà, on fait que mettre des gommettes toute la journée, alors que non. Voilà. C'est des préjugés comme ça que malheureusement, je pense qu'on n'arrivera pas à endiguer complètement, hein. Mais après, c'est toujours bien, comme tu dis, qu'on ait cet échange, tu vois, pluridisciplinaire un peu, même avec d'autres professionnels. Enfin, moi, je vois, par exemple, je travaille avec des ostéos et Mhm. à chaque fois, tout le monde me dit, non, mais l'ostéo, ça sert à rien. J'avais mal aux pieds, il m'a manipulé la nuque, j'étais encore plus bloquée après, etc. Et du coup, le fait qu'il y ait plein de préjugés comme ça sur d'autres métiers, je me dis que c'est grâce à nos connaissances et grâce aux échanges qu'on peut avoir qu'on peut dire face à un patient qui me dit ouais la maîtresse elle me fait que des gommettes etc. Bah non, la maîtresse elle est en train d'éduquer l'enfant que vous avez quoi. Donc c'est important d'échanger, c'est pour ça que je suis contente de faire l'interview aussi aujourd'hui. Merci. Et du coup, tu avais aussi autre chose à faire passer, c'était par rapport à ce que tu as le droit de dire aux enseignants et ce que tu n'as pas le droit de dire. C'est ça. Moi j'ai déjà eu en fait des instits qui m'ont appelé et
faut savoir que nous, on est soumis au secret professionnel. On ne peut pas tout dire sur l'enfant. Et si, par exemple, un parent sait que l'instit nous a appelés Mhm. et qu'on a délié des choses et qu'on a dit des choses sur les difficultés en prise en charge, on peut vite se faire attaquer, en fait. Et donc, quand j'ai des instits au téléphone, on m'a déjà rayonné en disant, oh non, mais le secret médical, moi, je vous parle de l'enfant. Oui, mais moi, j'aimerais aider l'enfant, j'aimerais vous dire tout ce que je sais sur l'environnement familial, sur la façon dont ça se passe à la maison. Mais je peux pas, en fait, j'ai pieds et mains liés parce qu'après, si les parents veulent se retourner vers moi, ils auront tous les droits. J'aurais outrepassé ce que j'ai le droit de faire, en fait. Donc, c'est vrai que souvent, on nous rionnait en disant, ouais, le secret médical, Niana, nous aussi, on fait partie de l'univers de l'enfant. Moi, je suis totalement d'accord, mais c'est pas moi qui écris les lois, quoi. Donc, peut-être que ça changera par la suite. Mais c'est comme le fait aussi quand on nous demande d'assister à des réunions scolaires. Mhm. Donc avec l'équipe, etc., c'est compliqué pour nous parce qu'en fait, on doit s'asseoir, mais on n'a pas le droit de dire ce qui se passe en séance. On peut pas vraiment. En fait, il faut toujours qu'on passe par le parent. Mais Voilà, représentant légal, parent. étant donné que les parents, normalement, sont à ces réunions, Ouais. même Bah, là, du coup, si les parents sont à la réunion, il faut qu'on se mette d'accord d'abord avec les parents sur ce qu'on a le droit de dire. d'accord. Après, ça arrive à tout le monde. On est humain. Imaginons, on pose une question voilà, sur l'univers de l'enfant et bah, on parlait des écrans tout à l'heure parce que je ne vais pas prendre des choses très choquantes. Il y a déjà eu des situations où il y avait des enfants maltraités, etc. On ne va pas partir là-dessus. Je repars sur les écrans, quelque chose de basique. Oui. Nous, on sait que l'enfant, ouais, c'est ça. Nous, on sait que l'enfant, il est 5 heures par jour sur les écrans. Ouais. Et la question vient en conseil. L'enfant, voilà, est-ce que les écrans sont présents? La maman répond non. Nous, on sait que oui. Tu comprends ce que je veux dire? Non seulement on met en porte-à-faux le parent de ce qu'il vient de dire, et en plus de ça, c'est pas, on peut pas dire des choses comme ça. J'avais eu une fois aussi une instite qui m'avait demandé de dire ce que je faisais en séance avec l'enfant. Mhm. Ça non plus, ça passe pas. Quand on va, je sais pas, chez son kiné, chez son médecin traitant, etc., on peut pas demander à quelqu'un, bah, allez, tu es obligé de me dire, écrire. Le médecin, il doit m'écrire ce que tu as fait, ce qu'il t'a prescrit, tchic, tchac. Non, bah, c'est pareil en orthophonie. Même si je sais que c'est difficile à entendre, on peut pas faire ça. Et après, même si on part sur une question fondamentale, moi, je vais jamais demander à une instite ce qu'elle fait en cours. Je veux dire, je vais pas lui dire, allez, alors, du coup, vous me détaillez ce que, je sais pas, le petit Jonathan, il a fait hier de 9 heures à 17 heures. Quelles activités, quelle fréquence, à qui il a parlé, bidule, machin, truc. Non, Ouais. il faut rester logique. Il faut rester logique dans ce qu'on demande. Donc, voilà. Et quand on prend donc contact avec l'orthophoniste d'un de nos élèves, on peut s'attendre à quoi comme échange? Finalement, qu'avez-vous le droit de nous dire? En fait, ce sera plus, je pense que c'est l'échange qu'on a le droit. Après, je suis pas spécialisée hein, non plus dans tout ce qui est juridiction, etc. Mais je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous nous fassiez part de ce que vous voyez au quotidien des difficultés de l'enfant et que nous, on puisse voir comment on peut faire pour adapter les choses, du coup, en séance, mais plutôt chez vous, en fait. Ce qu'on est en train de faire au final avec cette interview-là. Donc, par exemple, si vous avez des difficultés, je sais pas, je pense à des instits, j'ai des instits en fait dans mon entourage qui des fois m'envoient des messages en me disant, bah, écoute, là j'ai un petit, je lui parle, il m'écoute pas, etc. Et je lui ai juste dit, par exemple, de se mettre au niveau de l'enfant. Oui. Peut-être que l'enfant a quelque chose au niveau auditif et que la lecture labiale va l'aider. Juste se mettre à sa hauteur et le laisser voir un petit peu ce qui se passe. C'est difficile en ce moment avec le Covid, avec les masques. Voilà. On parle hors Covid là. Mais juste des petits conseils comme ça qui peut-être peuvent vous aider et peuvent surtout faire avancer l'enfant, quoi. Mais nous, dire ce qui se passe en séance, c'est très, très compliqué. Même si des fois, on adorait hein, échanger et dire que nous, on observe. C'est vraiment très tentant, hein. Très, 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 très tentant. Oui, parce qu'au final, c'est au service de l'élève. Si on arrive Voilà, à c'est ça. échanger, si on avait le droit finalement d'échanger comme ça, de savoir ce que vous faites en séance pour nous ensuite pouvoir le remettre en place en classe, ça serait à son service et finalement ça bloque un petit peu, c'est dommage. Après, je pense que tout dépend de la façon dont on tourne les choses aussi. Si par exemple, tu mets au téléphone pour un de tes élèves et moi, je l'ai en tant que patient,
Et on se met d'accord toutes les deux pour se dire, voilà, en compréhension écrite, c'est chaud patate. On peut se mettre, tu vois, une lignée aussi collective quand même. Le but, c'est pas non plus de dire le secret médical me coupe de tout pour faire Mhm. avancer l'enfant. Je veux dire, il faut penser au bien-être de l'enfant. On est là pour l'aider, on est là pour qu'il réussisse dans la vie plus tard. Enfin, l'aspect fonctionnel va toujours primer à mes yeux. Oui. Mais c'est juste que rentrer dans le détail, des fois, c'est compliqué. Mais on peut se donner, par exemple, je pense à des enfants qui ont des troubles attentionnels. Ils sont allés voir la neuropsy. La neuropsy a mis une petite pancarte, tu sais, une cible. On met une croix dedans dès qu'il n'est pas attentif. Bah, nous, on peut reprendre cette cible-là en ortho. Toi, bon, je sais que tu as beaucoup d'élèves, que c'est pas facile. Mais si tu as l'occasion de le faire, prendre la même feuille pour, Oui. voilà, tu vois, rediriger un peu l'enfant. Là, c'est pour le bien-être de l'enfant, donc les échanges sont quand même indispensables sur certains points. Mhm. Mais en fait, vraiment, le but, ce que j'avais envie de transmettre, c'est que vraiment, il faut responsabiliser les parents au maximum. Et on aura toujours les parents entre nous. Enfin, je dis les parents, mais je pense aussi aux représentants légaux. Mais voilà, ça responsabilise les parents de comprendre les difficultés de l'enfant au niveau scolaire. Et ensuite, ça responsabilise les parents aussi au niveau de notre prise en charge à nous. Oui. Il faut savoir que des fois, nous, on a des parents, c'est la maîtresse qui a dit de venir, on ne sait pas trop pourquoi. Bah, du coup, nous, on sait direct que ça va être, enfin, qu'il va falloir expliquer aux parents ce qui est en train de se passer, l'écart par rapport à la norme, qu'il va falloir lui dire que voilà, les séances d'orthophonie, c'est toutes les semaines, c'est pas à la carte aussi. Parce que ça, par exemple, ouais, on en parlait la dernière fois au téléphone. Ouais. Moi, j'ai déjà des instituts qui m'ont dit, bah ouais, mais l'enfant, il progresse pas, ça va pas, bidule, machin, truc. Oui, alors on va remettre les choses dans leur contexte. J'ai pas pu leur dire, mais mon petit patient là, il vient une fois tous les 31 quoi. Ouais. Genre il vient une fois par mois, c'est séance sur demande. Donc quand c'est comme ça, voilà, on peut pas avoir de résultats. Et nous, en tant qu'orthophoniste, des fois, on est obligé de mettre fin à la rééducation. Un enfant qui vient une fois par mois, une demi-heure. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je lui apporte? Ouais. Oui. C'est Non, mais c'est sûr. difficile. C'est certain. Après, faut de l'engagement. On en parlait avec Anne dans la précédente interview. C'est l'engagement donc ben, des parents, c'est l'engagement de l'enfant, ben, du professionnel donc de ton côté aussi. Mais s'il y a un maillon qui ne fonctionne pas, à un moment donné, c'est pas possible, tout simplement. C'est exactement ça. Ouais. Et puis, on n'est pas des super-héros. C'est ça, c'est exactement ça. On fait ce qu'on peut. Il faut vraiment se dire que on est tous là pour le bien-être de l'enfant, on est tous là pour le faire évoluer. Mais il faut pas non plus qu'on ait toujours le poids de l'enfant sur nos épaules à se dire qu'on est toute seule dans cette situation-là, quoi. C'est important de se dire qu'on n'a pas de pouvoir magique. On va faire tout ce qu'on peut pour l'enfant, mais des fois, on peut pas aller au-delà de ce qu'on donne déjà, quoi. Et par exemple, pour une équipe éducative, donc les réunions que tu parlais tout à l'heure, où parfois vous êtes conviés, par exemple, moi j'en ai Mhm. une lundi, on a demandé, enfin la directrice a demandé à l'orthophoniste le bilan. Est-ce que par exemple le bilan, vous avez le droit de le communiquer? Parce que du coup, comme on avait eu cet échange en amont, moi quand la directrice m'a dit ça, je me suis dit, bilan, est-ce qu'on a le droit? Donc finalement, est-ce que vous avez le droit de nous donner ce bilan? Non, il faut savoir qu'au niveau légal, nous, le bilan, on doit le donner qu'au médecin qui a prescrit l'ordonnance. Mhm. Évidemment, on va le donner aux parents. La plupart des orthophonistes le font. On donne aux parents, ce qui est logique pour leur expliquer les troubles de l'enfant. Et justement, on revient toujours dans le fait de responsabiliser les parents, de bien comprendre les troubles, etc. Mais d'un point de vue euh, purement objectif, le bilan est pour le médecin qui a prescrit l'ordonnance. Nous, on le donne aussi aux parents, mais jamais de la vie, on est autorisé à communiquer le bilan aux instituts ou à l'équipe éducative, ou au Mais directeur, etc. Et si donc les parents décident de nous le donner, c'est bon. Ok. Nickel. Je C'est ça. comprends la Nous, on le suite. donne aux parents. Les parents en font ce qu'on veut. Des fois, on fait quand même le point en leur disant que voilà, parce qu'il faut aussi se dire que les parents ont le droit de ne pas montrer ça, hein, c'est ça. Oui, 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 oui. Ouais. Bon, après, la plupart du temps, je pense qu'ils partagent avec l'équipe éducative. Mais voilà, tu comprends un peu le cheminement. Oui, oui, On a toujours les et puis, parents, en fait, entre nous. oui, On puis aura toujours les parents entre nous. c'est subtil parce que dire que toi, tu n'as pas le droit de nous le donner, mais finalement, tu le donnes aux parents qui, eux, peuvent nous le donner. Donc finalement, c'est juste passé par un autre intermédiaire. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Et bah, c'est un peu problématique. Mais nous, on dit bien aux parents, bah voilà, on vous donne le bilan, vous en faites ce que vous voulez. Et j'imagine aussi que quand vous venez aux équipes éducatives, enfin,
Moi, personnellement, j'ai jamais vu un orthophoniste ou une orthophoniste à une équipe éducative d'un de mes élèves. Bien souvent, j'avais le bilan donc, par les parents, on a bien compris. Mais j'imagine que si vous vous déplacez, eh bien, ben, ce temps-là, il n'est pas à profit d'un autre patient. Et puis, enfin, Donc, il faut savoir que voilà, quand on a des réunions scolaires où on est invité à participer, il faut savoir que nous, on a nos patients qu'on doit annuler. Une réunion, ça dure pas 30 minutes. non. Il y a le déplacement en plus de ça. Donc, il faut compter quoi, 1 heure et demie, 2 heures. Je suis gentille. Quand ça se passe bien pour l'enfant, on va dire, tu sais, en Oui. comptant le déplacement, etc. Oui, oui, bien Donc, sûr. ça me fait annuler 3 patients, 4 patients. Et comme je te disais tout à l'heure, selon les prises en charge qu'on a, je veux dire, par exemple, moi, j'ai un patient que je ne vois pas parce qu'il est dans une maladie neurodégénérative. Je ne vais Mhm. pas le voir cette semaine-là parce qu'il y a une réunion éducative. T'imagines bien que ça peut vite flancher dans une maladie neurodégénérative. Donc, la séance, elle est quand même importante. Mm. Peut-être à ce moment-là, je ne peux pas y assister parce que voilà, j'ai d'autres patients derrière qui ont des gros, gros besoins et où une séance perdue, ça peut être une séance aussi qui va leur faire perdre au niveau communicationnel. Donc, c'est vraiment très difficile en tant qu'orthophoniste de se dégager du temps, Mm. de dire à d'autres patients qu'on annule la séance pour ensuite venir et être soumis au secret médical. En plus. Voilà, c'est ça. En plus, c'est ça. C'est ça qui est très compliqué pour nous. Mais du coup, oui, moi, je suis contente de pouvoir en parler au niveau de l'interview, en fait, pour expliquer que voilà, on a des contraintes en libéral, on doit annuler d'autres patients, on a le déplacement. Et en plus de ça, on a le secret professionnel. Ça fait vraiment beaucoup de barrières pour au final assister à une réunion. On va pas pouvoir vraiment en dire. Et Mhm. puis, t'imagines bien que, par exemple, moi, je ne sais pas combien j'ai de patients enfants, je dois en avoir une trentaine. Mais si je dois assister à toutes les réunions scolaires, t'imagines le nombre de patients annulés et puis le cabinet qui ne tourne pas non plus, du coup. Oui. Et sachant qu'on a des listes d'attente à rallonge, je ne peux pas du tout utiliser ce temps-là à ce profil-là, en fait, Mm. malheureusement. Oui, ben. Après, c'est compréhensible. Et voilà. Mais c'est vrai que quand on s'est téléphoné, toutes les deux, à chaque fois, on était là. Ah ouais? Ah bon? C'est clair. On Ouais, apprenait ouais. des choses. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper formateur, déjà, rien qu'au téléphone. Donc, j'espère que là, Mhm. ça va servir au plus grand nombre. C'est vrai qu'on Ouais, dit j'espère. des choses que ben, nous, on n'apprend pas en formation. Voilà, que le secret médical des orthophonistes, par exemple, ça, ben, donc oui, nous, on peut toujours essayer d'avoir les infos, mais si vous n'avez pas le droit de les divulguer, ben, c'est compliqué. Ouais. Effectivement. Exactement. Et par Effectivement. rapport aux séances, juste, est-ce que toi, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a une moyenne observée à peu près chez des enfants sur le nombre de séances? J'imagine bien que ça dépend de l'élève, des difficultés qu'il a, etc. Mais est-ce qu'on a un peu une moyenne quand même ou pas? Bah, je dirais que ça oscille entre 1 et 2 séances par semaine. Mhm. En général, c'est ça. Mais comme tu viens de le dire, selon les patients qu'on a, les difficultés qu'on a, on peut avoir par exemple un petit en langage oral où il a besoin d'un suivi intensif Mhm. et on va le voir 3, 4 fois par semaine. C'est très rare quand même. Mais je pense que ça aussi plutôt entre 1 à 2 séances par semaine, bien qu'on n'a pas de normes à respecter. D'accord. Ok. Voilà. Et après, ben, du coup, les listes d'attente, chez toi, c'est quoi? Enfin, ça s'estime à combien d'enfants qui, Bah, actuellement, on écoute, va dire, sont sur ta liste d'attente? écoute, là, en ce moment, je t'avoue qu'au cabinet, le répondeur est plein depuis une semaine et on n'arrive pas à suivre on n'arrive pas à suivre les appels parce que tu te doutes bien que quand on répond au téléphone, on a des patients en face de nous. Donc, c'est compliqué. Pour l'instant, la liste d'attente, donc il faut savoir que dans le cabinet où j'exerce, on est 3 orthophonistes. Il y en a deux, une quatrième qui arrive là ici en janvier. Ouf, miracle. Et il faut savoir que dans la ville où j'exerce, oui, on est une dizaine d'orthophonistes et j'ai 160 165 patients sur la liste d'attente. Ouais. Et la plupart sont des enfants. Ouais, c'est ça. Donc, on a cette pression-là aussi du temps et c'est horrible pour nous de se dire qu'on a autant de patients qui attendent là, qui ont des grosses difficultés. Un petit loulou à 6 ans qui lâche pas un mot, c'est dur de se dire on peut pas le prendre. Et du C'est coup, très dur. et puis du coup, nous, on a aussi cette crainte, enfin, en tout cas moi, et j'espère en tout cas que je ne suis pas la seule, mais cette crainte de dire, est-ce que je fais bien de l'envoyer chez un orthophoniste par rapport à un autre élève qui va en avoir plus besoin? Voilà, c'est aussi, j'ai Moi, je envie de pense dire, que la difficulté qui prime. ouais, c'est ça. Mais après, je pense que
tu vois, de toutes les demandes que j'ai, elles sont toujours fondées. Quand j'ai une demande de l'instit, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai eu 1 ou 2 patients que j'ai pas entrepris de prise en charge derrière. Donc, je pense que si tu as 2 élèves, dont un qui a des gros, gros troubles et l'autre qui a des gros troubles quand même, envoie les deux chez l'orthophoniste. Mhm. Parce que si tu as une liste d'attente, tu vois, là, par exemple, mon attente, elle s'estime à peu près 1 an et demi. Ouais. Tu te doutes bien que quelqu'un qui a des difficultés, même si elles sont très faibles, dans 1 an et demi, l'écart peut encore Oui. grandir, tu vois. Oui. Donc, faites-vous confiance aussi en tant qu'instit. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme je t'ai dit, Virginie, vous avez ce rapport-là à la norme que nous, des fois, on n'a plus et qu'on perd en libéral. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose, faites-vous confiance, envoyez-le nous. Et au pire, quoi, on a fait un bilan. C'est pas grave, le bilan, ça nous prend 1 heure et demie à faire en général. Voilà, on a peut-être passé 1 heure et demie, mais c'est 1 heure et demie pour être sûr que l'enfant peut continuer dans la voie dans laquelle il est, qu'il faut pas le placer dans, je sais pas, en classe, je sais, Ulysse. C'est Mhm. encore Ulysse maintenant? Voilà. Donc, qu'il faut pas le placer en Ulysse, que voilà, ça va aller et qu'il est encore dans la norme, quoi. Oui, oui, oui. Donc, non, il faut se faire confiance. Vraiment, j'ai jamais eu de demande bête venant d'une instit, jamais. Non, mais c'est bête, je pense pas, c'est vrai, mais enfin, de se dire que peut-être qu'on prend, entre guillemets, la place d'un élève qui aura encore plus besoin. C'est surtout ça. Tu vois, quand on parlait des 3 situations tout à l'heure, pour moi, la première situation, manque de vocabulaire, est moins importante que peut-être la dernière qui respecte pas les consignes. Il y a l'élève qui parle fort, il y a pas la bonne intonation, etc. Tu vois, Mhm. j'aurais peut-être Ouais. moins, moi personnellement, aiguillé les parents dans la première situation vers un orthophoniste que dans la dernière pour Oui. peut-être me dire en me disant les orthophonistes sont déjà surbookés, voilà, on va laisser la place à d'autres enfants aussi. Mais après, je pense qu'il y a toujours cette notion-là aussi de le trouble au plus rapidement il sera pris en charge, au plus rapidement on pourra mettre des moyens adaptés aussi. Donc, tu vois, t'imagines que si tu dis à ces 2 patients-là, ces 2 élèves, pardon, c'est difficile C'est pour pas moi grave. de ou switcher tout le temps, mais si tu dis et aux parents de ces 2 élèves-là, écoutez, allez voir une ortho, allez voir un ortho, voilà, il y a telle difficulté, tchic, tchac, tchac. N'oublie pas que le parent ne va pas forcément t'écouter non plus. Il faut aussi que le parent ait la démarche de je vais m'inscrire sur une liste d'attente. Mhm. Donc aussi, si on a des rapports d'urgence dans notre liste d'attente, il faut savoir que, comme je t'ai dit tout à l'heure, un enfant qui parle toujours pas à 6 7 ans, on va peut-être le mettre, tu vois, proche des patients qu'on va prendre dans les mois à venir, quoi. Tandis que, comme tu sais, quand il y a des confusions, etc., c'est horrible à dire, mais on est obligé de faire ça. Enfin, tu vois, il y a des rapports d'urgence. Comme les adultes aussi viennent en urgence dans nos prises en charge quand ils viennent de faire un AVC. Je dévie un peu sur notre profession, mais tu vois, quand tu viens de faire un AVC, tu sais que tu as la plasticité cérébrale qui peut se mettre en place dans les 6 mois post-AVC. Donc, tu doutes bien qu'on ne va pas le mettre au bout de la liste d'attente à 1 an et demi. Voilà. Oui. Donc, c'est pareil aussi pour les enfants. On respecte l'ordre d'arrivée au niveau de la prise en charge téléphonique. Mais des fois, si on voit que c'est urgent, qu'il y a un problème en oralité, qu'il y a un problème au niveau du langage oral, qui le bloque au niveau social, bien sûr que oui, on va avoir des critères d'urgence. Mais Mais je pense qu'en tant qu'instit, c'est important voilà, d'informer les parents de la même façon pour justement pouvoir les guider. Et après, j'ai envie de te dire, on a l'habitude de travailler avec une liste d'attente, c'est horrible à dire, mais c'est horrible d'un point de vue psychologique pour l'ortho de se dire qu'on a 160 patients qui attendent une prise en charge. Mais ce serait horrible encore plus de se dire, bah, l'instit n'a pas osé nous l'envoyer parce qu'on a une grosse liste d'attente. Tu vois ce que je veux dire? oui, 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 je comprends bien. Ouais. Pour finir, on s'était dit que Sarah, tu allais nous donner quelques conseils pour nous les enseignants. Alors, on t'écoute. Alors du coup, ce que je m'étais noté comme conseil en plus de tout ce qu'on a déjà dit, je pense tout à l'heure j'avais donné un petit conseil, c'était de se mettre à hauteur de l'enfant, etc. Je sais que des fois ça peut paraître très logique quand on le dit, mais on le fait pas forcément. Mais moi je m'en suis rendu compte aussi que des fois je me mettais pas à la hauteur des enfants et que la compréhension passait pas toujours. Si l'enfant a un problème auditif ou un problème de compréhension orale, c'est toujours bien d'accompagner la parole de gestes, Mhm. par exemple. Un enfant qui a des difficultés en compréhension orale, ça peut être que le canal auditif qui peut être touché. Donc, accompagner des gestes, accompagné par la lecture labiale hors Covid, c'est ça, ça peut quand même aider l'enfant à mieux comprendre les choses. Je pensais aussi, par exemple, à accentuer ce qu'on appelle la prosodie. Donc, tu sais, la mélodie.
la mélodie de la parole. Quand on pose une question, on la pose de façon plus aiguë que quand on lui parle normalement. C'est par exemple le petit Théo, il est en train de regarder quelque chose par la fenêtre. Ah Théo, t'as vu? Il y a une mésange. Tu l'as vu? Hop, voix plus aiguë, on part vers l'intonation plutôt que quelque chose qui est déclaratif. Oui. Pour attirer l'attention des enfants, c'est toujours bien de mettre un peu plus d'intonation quand ils ont des difficultés de compréhension. Ensuite, ce serait du coup d'intégrer au maximum les enfants qui sont reclus au niveau social par rapport à leurs difficultés. Je pense par exemple à des enfants qui sont dysphasiques ou des enfants qui bégayent. C'est difficile pour eux de des fois être inclus au sein d'un groupe, etc. Donc, si vous avez l'occasion de faire des ateliers collectifs, n'hésitez pas à hop, imbriquer avec des enfants bienveillants, si c'est possible, en particulier, et tolérants, où vous savez que ça peut fonctionner. L'enfant, pour continuer, en fait, à ce qu'il ait cette démarche sociale et communicationnelle avec ses pairs, en fait. Mhm. C'est super important pour les enfants. C'est là où on se construit de toute façon, hein. L'enfance, c'est là où on fait nos premiers cercles d'amis, où on peut commencer déjà à faire un petit groupe. Allez, on a tous le même tatouage à la barre, des trucs comme ça. Enfin, voilà. C'est super important de garder ça et de ne pas les priver de leur enfance, tout simplement. D'accord. Ensuite, je rebondis sur la feuille explicative dont tu m'avais parlé. N'hésitez pas à nous fournir un petit papier pour dire les difficultés que vous avez perçues en classe. Nous, après, on sait comment orienter notre bilan au mieux par rapport aux difficultés. Bien sûr, on balayera d'autres choses, mais on sait que là, il faut porter attention parce qu'il y a probablement quelque chose qui dysfonctionne ou qui est retardé. Ensuite, j'avais pensé aussi, on en avait parlé la dernière fois au téléphone, Virginie, aux petits enfants qui font un petit peu du flapping. On sent qu'il y a quelque chose de plus profond qu'un simple problème, une simple problématique langagière ou communicationnelle. Si vous suspectez quelque chose, un trouble qui est conséquent, un trouble qui pourrait être neurodéveloppemental, je pense par exemple un trouble comme l'autisme, n'hésitez pas à envoyer l'enfant en prime abord chez un pédopsie. Mhm. Parce que nous, souvent, en tant que ortho, on a l'enfant qui arrive et là, on se dit, ouh là là, il y a pas mal de choses qui nous font penser à l'autisme. Et seulement après, on réoriente vers la pédopsie, le ou la pédopsie. Mais si on peut avoir l'appui aussi de l'instit qui dit pédopsie, 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 c'est toujours bien. Ça apporte du poids à ce que nous, on a observé. Et ça peut vous permettre aussi de vous réorienter quelqu'un en prime abord chez un médecin avant que nous, on l'ait en paramédical, en Mhm. fait. J'avais pensé aussi à parler des ergothérapeutes. Je pense notamment au graphisme. Donc là, c'est petite histoire personnelle. J'ai déjà eu une demande au cabinet pour une problématique au niveau du langage écrit. Et il n'y a que le graphisme qui était déficitaire. Je ne suis pas du tout spécialisée en graphisme. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai attrait. Donc moi, quand c'est comme ça, j'envoie chez des ergothérapeutes. Donc il faut savoir que pour des difficultés au niveau du graphisme, il n'y a pas que les orthophonistes, il y a les ergots Mhm. qui, eux, sont vraiment spécialisés là-dedans et qui peuvent accompagner au mieux. Après, bien sûr, il y a des orthophonistes qui sont spécialisés et qui le font super bien. Mais il faut penser qu'il y a une deuxième porte de sortie. Il y en a même une Voilà. troisième, les graphopédagogues. Et voilà. Et j'allais rebondir là-dessus avec ton interview de la précédente. Voilà. On n'y a pas que l'orthophonie. Toujours, je sais qu'on arrive souvent en champ de mire, en ligne de mire, pardon. Et il y a d'autres professions aussi qui peuvent accompagner. Je rebondis là-dessus. Tout à l'heure, j'avais parlé des neuropsies. Mhm. Donc, pour tout ce qui est attention, pardon, concentration, mémoire, pas d'atteinte langagière, ce serait plus neuropsy, pardon, en prime abord. Mhm. Donc, je pense par exemple, là, j'ai eu une petite en demande de bilan où on m'expliquait que des fois, elle se mettait en danger, où il y avait une sphère psychologique un peu compliquée et des difficultés au niveau du langage écrit. Mais la petite, une mouche passait pendant le bilan, elle se retournait et elle était captivée par la mouche pendant 5 minutes. Et tant que la mouche était dans la pièce, c'était impossible pour elle de se concentrer ou alors elle écrivait en même temps. Donc oui, forcément, moi j'interviendrai, mais plus tard dans la prise en charge, quand il y aura des aménagements qui seront mis en place, etc., par quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans, ou c'est son domaine, quoi, tout Oui. simplement. Donc voilà. Après, le dernier conseil, faites-vous confiance. Il n'y a jamais de demande enfin, je veux dire, encore une fois, je le redis encore une fois dans l'interview, mais j'ai jamais eu de demande qui venait de la part d'une instit où il n'y a pas eu besoin de prise en charge derrière, une ou deux fois, et encore, c'était pas forcément une demande qui venait de l'instit. Donc, faites-vous confiance au maximum. Vous avez l'habitude, quoi. Il faut se faire confiance. Vous avez tous les moyens sont à votre portée pour que vous ressentiez les choses, quoi.
Ben, Voilà. merci. Et Au niveau puis, des conseils. on vous prépare aussi avec Sarah, enfin Sarah prépare, parce que moi, je ne suis pas professionnelle là-dedans, mais un article avec un peu plus de conseils plus détaillés aussi, qui sera du coup sur le blog. Voilà, je rajouterai le lien de l'article au moment venu dans la barre de description. Est-ce que tu avais autre chose à dire encore qu'on n'aurait pas parlé qu'on n'aurait pas Je pense parlé? qu'on a balayé, ouais. On a fait grosso modo, on a essayé de balayer pas mal de choses. Après, c'est sûr que voilà, mon point de vue ne sera peut-être pas le point de vue d'un autre orthophoniste, ce qui est logique. Enfin, voilà, on est tous différents. C'est pas parce qu'on a la même profession qu'on fonctionne tous de la même façon. Je pense que tu es d'accord avec moi aussi au niveau Oui. instit, c'est ça. Donc, j'espère juste avoir répondu aux questions, avoir pu donner des conseils et puis des études de cas qui pourraient par la suite aider tes consoeurs et tes confrères. On dit comme ça? Mes Tes collègues. collègues? Tes collègues. C'est ça. En tout Donc, cas, ben, voilà. pardon, excuse-moi. Non, non, c'est bon. Eh ben, je te remercie, Sarah, en tout cas, pour cette interview. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si moi, je n'ai pas la réponse, je ferai appel à Sarah. Et puis, moi, je te dis en tout cas à bientôt et grand merci. Bah, merci aussi. Du coup, j'espère avoir apporté des conseils et un autre point de vue sur ma profession. Je Donc pense. voilà, merci beaucoup pour l'échange. C'était hyper enrichissant pour moi aussi. Merci, à bientôt. Au revoir.